Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pousse une personne à faire preuve d'une bonté incroyable face à l'injustice? Ou comment un homme brisé par le système peut-il se transformer et changer de vie? C'est ce genre de questions qui nous hantent longtemps après avoir refermé un livre. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. On plonge au cœur du premier tome des Misérables de Victor Hugo. Mais attention, pas question de vous faire un résumé barbant. Ah, ok, ça va. On va se concentrer sur le premier chapitre. Vous savez, là où Hugo met en place les bases de son histoire et nous présente deux personnages extraordinaires, Monseigneur Bienvenu et Jean Valjean. Deux destins qui se croisent, s'opposent et qui illustrent parfaitement les grandes questions de la justice, de la morale et de la société. Exactement. On va essayer de dénicher les petites pépites de ces premières pages. Vous faire découvrir la force de l'écriture d'Hugo La profondeur de ces personnages. et l'universalité de ses thèmes. Bref, vous donnez envie de vous plonger dans cette œuvre monumentale. Alors, prêt à percer les secrets des misérables. On commence avec un homme d'église, pas comme les autres, un homme d'une bonté et d'une simplicité incroyables. Monseigneur, bienvenue. On le rencontre en 1804. Il est d'abord curé de Brignoles. Avant de devenir évêque de Digne. Et dès le départ, Hugo nous le présente comme quelqu'un qui sort des sentiers battus. Ouais, pas l'image typique qu'on a d'un évêque. Déjà, son surnom, Monseigneur Bienvenu, Ah oui, c'est vrai. C'est donné par les gens de la région. ça en dit long sur lui. Il aime bien d'ailleurs ce surnom. Il dit que ça corrige un peu la distance du titre Monseigneur. C'est touchant cette humilité. Et cette humilité, elle se voit aussi dans la façon dont il gère son argent. Ah oui, il divise ses revenus en 3 parts égales. Un tiers pour lui Un tiers pour les pauvres. et un tiers pour l'hôpital. Radical comme répartition. Surtout pour l'époque. Il touche 15 000 livres par an. Mais il garde seulement 1000 livres pour ses besoins. Plus 500 francs de la pension de sa sœur, Mademoiselle Baptistine. Comment est-ce possible de vivre à 3 avec si peu? C'est la preuve que sa priorité, c'est les autres. Et il y a aussi ce qu'on appelle le casuel épiscopal. Ah oui, les revenus occasionnels liés à ses fonctions. Les mariages, les baptêmes. Tout ça, il le redistribue aussi. Des bouillons pour les malades. Le soutien aux associations. Des aides pour les orphelins. Incroyable. Hugo insiste bien sur l'idée qu'il donnait avant même de recevoir. Tellement il y avait de misère autour de lui, Une vraie vision de la charité en action. où l'argent sert à soulager la souffrance. Pas à s'enrichir. Et puis il y a son attitude face aux honneurs. Vous vous souvenez de Madame la Comtesse de Lô? Une parente. Elle n'arrête pas de parler des espérances de ses fils. Des gros héritages en perspective. Et lui, au milieu de toute cette vanité, Il sort une phrase magnifique. inspiré de saint Augustin. Mettez votre espérance dans celui auquel on ne succède point. C'est tellement vrai. On oublie souvent l'essentiel. Et il refuse la baronnie que l'empereur lui propose. La Légion d'honneur aussi. Pas intéressé par les titres et les honneurs. Un vrai contraste avec l'ambition qu'on voit souvent. Même dans les petites choses du quotidien, il est incroyable. Chaque dimanche, il donne une pièce aux mendiants devant la cathédrale. Et quand il voit M. Géborand faire pareil, Il dit en souriant, « Voilà M. Géborand qui achète pour un sou de paradis, il arrive à voir le spirituel partout. même dans les gestes les plus simples. Et sa vision de la justice et du péché est fascinante. Au lieu de juger et de condamner, Il essaye de comprendre. voyons le chemin par où la faute a passé. Une de ses phrases clés, Il se considère comme un ex-pécheur. ça l'aide à être indulgent. Il va même jusqu'à dire que la société est responsable de l'ignorance et donc du péché. La société est coupable de ne pas donner l'instruction gratis. Elle répond de la nuit qu'elle produit. Le coupable n'est pas celui qui y fait le péché, mais celui qui a fait l'ombre. C'est révolutionnaire pour l'époque. Il remet en question la culpabilité individuelle. En montrant l'impact de la société sur les gens. Et puis il est courageux aussi, Vous vous souvenez quand il va voir un prêtre malade. dans une région dangereuse. Il dit prière, ou aussi doivent avoir besoin qu'on leur parle du bon Dieu. Impressionnant. Et l'histoire des ornements pontificaux volés, Ah oui, il réapparaît chez lui. avec un petit mot. Cravate à Monseigneur, bienvenue. Il ne panique pas. Il prend ça avec philosophie. Un mystère. Et sa conversation avec le sénateur sur Dieu. Un modèle de respect. Le sénateur est athée. Mais Monseigneur, bienvenue l'écoute. Il explique sa foi avec conviction. Mais sans imposer ses idées. Quelle ouverture d'esprit! Et sa lettre à Madame la Comtesse de Lô. Quand il décrit les découvertes de Madame Magloire dans sa maison-fa.
Des peintures cachées, des boiseries anciennes. Un homme qui sait voir la beauté cachée. Monseigneur Bienvenu est un personnage vraiment marquant. Un homme bon, simple, presque irréel. Un modèle de foi. Difficile de ne pas être curieux de la suite de son histoire. Surtout quand on le compare à Jean Valjean qu'on rencontre ensuite. Jean Valjean arrive à Digne en octobre 1815. Un homme à l'air misérable. Avec un passeport jaune de forçat libéré. On comprend tout de suite qu'il a vécu des choses terribles. Hugo décrit son apparence avec précision, Trapu, robuste. mais marqué par la misère. Le visage brûlé par le soleil. Des vêtements en lambeaux, Les pieds nus dans des souliers ferrés. le crâne rasé, une longue barbe. Et un sac de soldat tout neuf. Un contraste saisissant. On sent le poids de son passé. Et l'accueil qu'il reçoit est à la hauteur de son apparence. Dès qu'il montre son passeport jaune. Les portes se ferment, Rejet par les auberges. mis au banc de la société. Il est tellement désespéré qu'il cherche refuge dans la niche d'un chien. C'est terrible comme image. Il demande même l'asile à la prison. Mais le guichetier refuse de lui ouvrir. Un homme marqué par la justice, rejeté par le système. Un cercle vicieux, terrible. Et puis il rencontre Monseigneur Bienvenu. Une vieille femme lui indique la maison de l'évêque. Valjean frappe à la porte. Incertain, Il demande si c'est une auberge. il propose l'argent qu'il a gagné au bagne. 109 francs et 15 sous. 19 ans de travaux forcés. Imaginez son désespoir. La réaction de l'évêque est incroyable. Il ne le chasse pas. Il demande à Madame Magloire de mettre un couvert supplémentaire. Il l'accueille avec humanité. Malgré la confession brutale de Valjean, Je suis un galérien, un forçat, je viens des galères. et il montre son passeport jaune, La preuve de son rejet. Valjean insiste sur son statut de forçat. Sur la mention dangereux sur son passeport. Mais l'évêque continue de l'appeler monsieur. Un simple mot qui prend une importance énorme pour Valjean. Monsieur un forçat, c'est un verre d'eau à un naufragé de la Méduse. L'ignominie a soif de considération. Une reconnaissance de son humanité. Après des années d'humiliation, Mademoiselle Baptistine raconte le repas. la nuit que Valjean passe chez l'évêque, Valjean est sur ses gardes. il remarque que les charretiers mangent mieux que lui. Mais l'accueil chaleureux et les paroles bienveillantes de l'évêque commencent à le toucher. Pourtant, la vieille nature reprend le dessus. Au milieu de la nuit, Valjean se lève et vole les couverts en argent, Il s'enfuit, retombant dans ses anciens réflexes. comme si la bonté était trop belle pour être vraie. Mais son évasion est courte. Le lendemain, les gendarmes l'arrêtent. Il retrouve l'argenterie dans son sac. Ils le ramènent chez Monseigneur Bienvenu. Comment va réagir l'évêque? L'évêque pardonne à Valjean. Incroyable. Il fait semblant d'avoir donné l'argenterie. Et il ajoute même ses chandeliers. N'oubliez pas que vous m'avez promis de devenir un honnête homme. Maintenant, allez en paix. Des paroles bouleversantes. L'évêque transforme un vol en donation. Il donne une chance à Valjean. Un moment clé du roman. Le début de sa transformation. Mais le chemin est semé d'embûches. Peu après, Valjean rencontre le petit Gervais. Et il lui vole sa pièce de 40 sous. Un geste qui le range de remords. Il réalise qu'il est encore capable de faire le mal. Un combat intérieur terrible. Entre son passé et l'espoir d'une nouvelle vie. Hugo nous plonge ensuite dans le contexte historique. 1807. La Restauration. Les tensions sociales sont fortes. Difficile pour un ancien forçat de se réinsérer. Et c'est dans ce contexte qu'on rencontre Fantine. Son destin va croiser celui de Jean Valjean. On la découvre d'abord dans un moment de bonheur. Une journée d'été à Saint-Clas. Avec Tholomyès et leurs amis. Févite, Zéphine Dahlia. La jeunesse insouciante. Pleine de vie. Un contraste saisissant avec le drame qui va suivre. Car les hommes abandonnent les jeunes femmes. Tholomyès, Blachevelle, Listolier et Fameuil. Quelle trahison! Fantine est désemparée. Elle essaie de contacter Tholomyès. Mais il ne répond pas. Elle se retrouve seule avec sa fille Cosette. Face à un avenir incertain. Elle rencontre Madame Thénardier. L'aubergiste de Montfermeil. Et elle lui confie Cosette, Un choix désespéré. qui aura des conséquences terribles, Pendant ce temps, Montreuil-sur-Mer se transforme. grâce à l'arrivée du père Madeleine. Son industrie de verroterie noire crée des emplois. La ville prospère. Mais qui est vraiment cet homme? Le père Madeleine est un homme bon, Respecté. mais mystérieux. Javert, inspecteur de police, est méfiant. Il a l'intuition que quelque chose ne tourne pas rond. Une obsession qui va tout faire basculer. Le destin de Fantine et du père Madeleine se croisent brutalement. Javert arrête Fantine. Accusé d'avoir agressé un bourgeois. Une injustice terrible.
Le père Madeleine intervient pour la sauver. Il promet de prendre soin d'elle et de Cosette. Un geste de compassion extraordinaire. Fantine malade attend avec impatience de revoir sa fille. Son amour maternel est bouleversant. Mais le passé refait surface. Javert révèle la vérité. Madeleine n'est autre que Jean Valjean. Un sosie de Valjean vient d'être arrêté à Arras. Le secret est dévoilé. Fantine est anéantie. L'homme qui lui avait promis de l'aider est un ancien forçat. Quelles seront les conséquences de cette révélation? Ces premiers chapitres nous plongent dans un monde de contrastes. La bonté face à la cruauté. L'espoir face au désespoir. L'innocence face à l'injustice. Hugo nous captive avec des personnages forts. Des situations dramatiques. Un début incroyablement prenant. Et ce n'est que le début, Une fresque immense, où les destins se croisent. où la justice, la charité, l'amour maternel sont mis à l'épreuve. Un chef-d'œuvre de la littérature. Si vous avez envie de découvrir la suite, L'histoire de Monseigneur Bienvenu de Jean Valjean, de Fantine. plongez-vous dans Les Misérables, Vous ne serez pas déçus. et pour une expérience encore plus riche. Découvrez le livre illustré qui Hugo les Misérables Fantine. Disponible chez Edition Kill sur Amazon.fr. Une façon magnifique de redécouvrir ce classique. Ces premières pages nous interrogent sur la nature humaine. Sur la société. Pourquoi un livre écrit il y a plus de 150 ans nous touche encore autant? C'est cette exploration de l'âme humaine Ce combat entre le bien et le mal. qui rend Les Misérables si uniques. On espère que ce voyage vous a donné envie de lire la suite. À bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Au cœur des chefs-d'œuvre.